Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news cette semaine-ci, avec notamment Elon Musk qui a renoncé à acheter Twitter, et du coup Twitter n'est pas très content forcément. Nous avons SpaceX qui a eu des bonnes nouvelles mais aussi des problèmes récemment au niveau de leurs nouvelles fusées qu'ils sont en train de préparer. Nous avons aussi des news au niveau carte graphique, notamment la RTX 3090 Ti qui a chuté en prix parce que personne ne veut l'acheter parce qu'elle coûte beaucoup trop cher. Et d'autres news en rapport avec ça. Vous avez une table de matière dans la description. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. La première actualité de la semaine concerne la chaîne. Je vais faire un nouveau live de montage PC. Ce sera ce samedi à 14 h, donc pendant l'après-midi. Donc si vous êtes intéressé de venir voir un petit peu, peut-être que vous voulez monter votre propre premier PC, que vous voulez un peu voir comment ça se passe, poser des questions pendant le live. C'est un petit peu l'intérêt justement du live. Vous pouvez poser des questions et j'essaye de toujours interagir beaucoup avec le chat. C'est pour ça que des fois je prends plus de temps à monter le PC aussi. Et pour ceux qui ne veulent pas suivre tout le live, vous aurez aussi une vidéo résumée sur la chaîne qui vous montrera du coup l'entièreté du montage du PC en 10-20 minutes. Comme ça, ça vous donne une version condensée avec les moments marrants, mais aussi les moments intéressants au niveau du montage PC. Donc ça devrait être plutôt intéressant. Donc ce sera ce samedi. Je regarde la date pour être sûr, comme ça on ne se trompe pas. Donc ce sera ce samedi 16 juillet à 14 h. Donc n'hésitez pas à venir regarder, ce sera intéressant. La première actualité de la semaine concerne le James Webb Telescope et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que nous avons les premières images du télescope qui sont sorties, qui étaient sorties par la NASA. Ce ne sont pas des images de calibration ici, ce sont des vraies images qui montre pleinement les capacités du télescope. La première est sortie hier, a été présentée par Joe Biden, et là, ils ont sorti d'autres images. Donc ça, c'est la première qu'ils ont montrée. C'est similaire au Hubble Deep Field, si je me souviens bien, où en gros, ils avaient juste pointé Hubble à une partie noire du ciel et juste regardé ce qu'il y avait. Et ils avaient trouvé que, en exposant longtemps, évidemment, on peut voir énormément de galaxies. Donc ça, ils ont fait la même chose ici avec James Webb. Pour information, l'image que vous voyez là correspond dans le ciel à un grain de sable que vous auriez sur votre doigt à la longueur de votre bras. Donc si je fais ça avec un grain de sable sur mon doigt, face au ciel, ce serait la partie du ciel qui serait observée par James Webb ici. Donc c'est une très petite partie du ciel et pourtant on voit énormément de choses. On voit des galaxies, mais partout. Chaque galaxie contient des millions, voire même des milliards d'étoiles. Donc c'est juste incroyable. On peut voir aussi qu'il y a du... comment ça s'appelle en français? En gros, quand vous avez un objet qui a beaucoup de gravité, ça peut déformer la lumière. Donc la lumière peut passer autour de cet objet. Et là, on a du gravitational lensing en anglais. Mais je ne sais pas le terme en français, honnêtement. Donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu un drôle d'effet en plein milieu avec notamment des trucs qui sont un peu écartés. C'est parce que vous avez cet effet en plein milieu de l'image à cause d'un cluster de galaxies qui est très proche. Enfin, très proche. Comparé aux autres galaxies à l'arrière-plan, elles sont beaucoup plus proches et du coup, ça crée justement ce gravitational lensing. C'est d'ailleurs très intéressant comme sujet parce que vous pouvez utiliser ce phénomène-là pour créer un télescope énorme sans avoir un télescope énorme. Vous pourriez mettre un satellite exactement au bon endroit en orbite autour de la Terre et utiliser l'atmosphère de la Terre comme un télescope. Très intéressant comme sujet, mais bon, ça c'est pour une autre vidéo ou autre chose. Dans tous les cas, donc ça c'était la première image. On a aussi la nébula Carina, où ils ont refait une image du coup plus détaillée. Forcément, Hubble avait déjà une image de cette nébula, mais là on a encore plus de détails. Tenez compte que James Webb ne regarde pas à la lumière visible, il regarde au spectre de la lumière, il regarde aux infrarouges. Donc c'est le spectre de la lumière qui, nous, on ne peut pas voir. Donc certaines de ces images sont corrigées au niveau couleur pour qu'elles nous montrent un petit peu la réalité, mais elles ne représentent pas forcément ce que vous verriez avec vos yeux. Et c'est une bonne chose aussi de capturer les infrarouges parce que les infrarouges sont capables des fois de passer à travers certaines choses que la lumière visible ne peut pas passer. Et du coup, ça permet par exemple de voir des étoiles derrière des nuages de gaz, comme on peut le voir ici. Donc ça, c'est assez intéressant. On a aussi la Ring Nebula, donc comme vous pouvez voir, il me semble que l'image de droite, c'est celle de Hubble, si je me souviens bien, ou c'est deux images aussi de James Webb. On a aussi, ça c'est le plus intéressant et c'est une des capacités que James Webb apporte,
Donc là, nous avons la planète WASP-96b. Voilà, un magnifique nom pour une planète. Et c'est une exoplanète. C'est une planète qui est en orbite autour d'un soleil qui n'est pas le nôtre. Et jusqu'à maintenant, on a pu observer certaines de ces exoplanètes. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on observe un soleil lointain et on regarde s'il y a, de temps en temps, la luminosité diminue un petit peu. Et si la luminosité diminue un petit peu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui passe devant. Et ça pourrait être une exoplanète. Et c'est comme ça qu'on a pu repérer pas mal d'exoplanètes. Mais le truc, c'est que ces planètes sont extrêmement petites. Elles ne font pas de lumière d'elles-mêmes comme un soleil. Donc on ne peut pas vraiment pointer un télescope et les observer. On ne verrait rien, en fait. Et du coup, là, l'avantage de James Webb, c'est que James Webb est tellement précis, a une tellement haute résolution aussi, peut capturer tellement, qu'ils peuvent capturer la lumière qui passe de ce soleil à travers l'atmosphère de cette exoplanète. Et selon ce qui arrive à cette lumière-là, ils peuvent détecter certaines choses. Parce qu'en fait, quand la lumière passe, par exemple, à travers une atmosphère qui contient beaucoup d'eau, elle va changer. Et vous pouvez le détecter. Si l'atmosphère est surtout faite de CO2, vous verrez autre chose. Et donc, ils ont détecté que dans donc c'est une planète gazeuse pour ceux qui se demandent. Donc dans l'atmosphère de WASP-96b, ils ont détecté qu'il y avait de l'eau en fait. Pas de l'eau liquide, mais plus de l'eau sous forme de gaz. Mais il y a de l'eau dans l'atmosphère. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc avec ça, ils pourraient par exemple pointer du coup James Webb vers une planète qui est similaire à la Terre, peut-être en termes de taille, et similaire en termes de distance par rapport à son Soleil. Et puis après, il pourrait regarder la composition de l'atmosphère et peut-être voir qu'il y a éventuellement une de ces planètes qui contient dans son atmosphère beaucoup d'oxygène et qui, du coup, normalement aurait la possibilité d'abriter de la vie, surtout si elle est similaire à la Terre en termes de distance par rapport à son Soleil et en termes de taille. Donc ça, c'est évidemment très intéressant. Bien sûr, même si on observe tout ça, on n'ira jamais sur ces planètes, ça semble logique. La plupart de ces planètes sont à plusieurs dizaines d'années-lumière pour certaines et encore plus loin pour d'autres. Donc il faudrait un vaisseau spatial qui va à la vitesse de la lumière. Il faudrait 10 ans par exemple, donc beaucoup trop loin. Mais quand même, c'est intéressant. Ça permettrait aussi de voir juste, est-ce que notre planète est unique en fait? Est-ce que la Terre est unique dans le système solaire? Bon, ça on le sait déjà, mais est-ce qu'elle est unique dans notre galaxie? Est-ce qu'elle est unique dans notre univers? Et si on trouve plein de planètes qui sont similaires à la Terre en termes de composition de l'atmosphère, en termes de taille et tout ça, ben ça indiquerait que non, on n'est pas si unique que ça et qu'il y a certainement des formes de vie sur d'autres planètes. Peut-être que ces formes de vie sont très primitives, peut-être qu'elles sont un peu plus avancées. On ne le saura peut-être jamais, mais au moins on sait que on en apprend un petit peu plus sur notre planète et voir si on est réellement unique. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Une autre image ici, comme vous pouvez voir, très belle. Enfin, la plupart de ces images-là, vous pourriez les utiliser comme fond d'écran, ce serait magnifique. Il y a même des gens qui blaguent que le James Webb Telescope est un générateur de fond d'écran qui coûte 10 milliards. C'est un petit peu vrai techniquement, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ce sont les 5 images qu'ils ont sorties, ainsi que l'analyse de l'atmosphère de WASP-96b. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu plus par vous-même. Je ne suis clairement pas un pro là-dessus. Je vous donne juste l'information de « Oh, c'est très cool à voir ». Maintenant, si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à aller voir un petit peu, par exemple, sur le site de la NASA. Et ensuite, en parlant de quelque chose qu'on ne verra jamais, Twitter aussi ne verra jamais les 44 milliards de dollars que Elon Musk avait promis pour le rachat. Ou en tout cas, peut-être pas, c'est pas tout à fait garanti. Elon Musk a indiqué qu'il allait tout simplement ne plus acheter Twitter. C'est venu du fait, en tout cas pour lui, du fait que Twitter n'a pas correctement indiqué le nombre de bots qu'il y a sur leur plateforme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que sur Twitter, il y a énormément de bots. Il y a des bots sur toutes les plateformes, mais Twitter en particulier a juste une quantité astronomique, on peut le dire, de bots. Ma foi, ça fait une référence à la news d'avant. Et du coup, là, ça diminue la valeur de la compagnie, forcément. Là, bien souvent, les réseaux sociaux, leur valeur n'est pas au niveau de leur technologie, mais plutôt au niveau de leur quantité d'utilisateurs, en fait. C'est pour ça que, par exemple, Facebook vaut toujours beaucoup d'argent, malgré le fait que, soyons honnêtes, Facebook seulement ne vaut pas beaucoup d'argent parce que, à cause des trucs qu'ils font. Mais tant qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs, c'est de la valeur et du coup, ça intéresse beaucoup de gens. Et Twitter a quand même beaucoup d'utilisateurs,
mais n'en avait pas autant qu'il l'indiquait certainement. Et c'est pour ça qu'Elon Musk est revenu en arrière. Bon, ça c'est ce que dit aussi Elon Musk. Twitter a indiqué qu'ils avaient clairement envoyé des informations par rapport à la quantité de bots qu'il y avait sur leur plateforme. Et pourtant, ça a été apparemment ignoré par Elon Musk, qui a continué pour le rachat, avant de évidemment revenir en arrière. Donc, il y a une petite bataille ici. Du coup, comment ça va se régler? Eh bien, Twitter vient juste d'attaquer en justice Elon Musk pour avoir abandonné le rachat. Parce que pour information, c'est pas comme si vous aviez dit à votre pote « Hey, je te rachèterais bien ta voiture ou je sais pas quoi ». Là, il y avait déjà des choses qui avaient été signées. Et la procédure avait déjà été lancée en partie. Donc, vous ne pouvez pas lancer une procédure comme ça et puis juste être en mode « Oh, finalement, je ne veux pas ». Enfin, vous pouvez en réalité, mais si vous faites ça, vous devez payer une amende qui est précisée. Donc, l'amende ici que devrait payer Elon Musk, donc ce serait le strict minimum qu'il devrait payer quoi qu'il arrive, ce serait 1 milliard de dollars. Et le pire qui pourrait arriver à Elon Musk, c'est qu'il serait obligé de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Donc, yep. Pas mal de choses à risquer pour Elon Musk. Mais après, Twitter ne s'en sort pas non plus hyper bien. L'action Twitter a chuté à cause de tout ça. L'action Tesla aussi a chuté à cause de tout ça. Ce qui est toujours bizarre selon moi parce que Tesla, techniquement, je sais que Elon Musk est le CEO de Tesla et qu'il influence pas mal Tesla, mais Tesla n'est pas Elon Musk, donc c'est toujours un petit peu bizarre de voir comment marche un petit peu le marché des actions. Mais bon, dans tous les cas, on verra bien ce que ça donnera. Je ferai certainement une update dans un prochain Texama Show quand il y aura une décision qui sera prise. Parce que je ne vais pas commencer à en parler toutes les semaines parce que honnêtement, c'est pas le truc non plus le plus intéressant possible. Mais c'est quand même intéressant à voir. Ensuite, nous avons une news par rapport à YouTube qui a encore fait une connerie, parce qu'évidemment, YouTube fait souvent des conneries. Bon, ils font pas que des conneries, ils ont rajouté récemment des nouvelles fonctionnalités. Il y a la nouvelle interface, évidemment, bon, ça, c'est plus une connerie. Mais ils ont rajouté une nouvelle chose dans l'interface, vous avez dû le voir. Quand vous allez sur la barre de lecture, ça vous indique la quantité de personnes qui ont regardé une partie de la vidéo. Alors, c'est proportionné à la longueur de la vidéo, parce que la plupart des gens regardent toujours le début, et puis il y a de moins en moins qui regardent la fin, donc ils ont proportionné par rapport à ça, mais c'est quand même plutôt intéressant. Dans tous les cas, YouTube, ici, a fait une connerie parce que certaines personnes avaient uploadé des vidéos sur YouTube, avaient indiqué que c'était pas des vidéos pour enfants, parce que quand vous uploadez une vidéo sur YouTube, un des trucs que YouTube vous demande maintenant, à cause de tous les dramas qu'il y a eu auparavant, il vous demande est-ce que la vidéo est faite pour les enfants? Et puis après, il vous demande aussi quel genre de peut-être chose il y a de présenter dans la vidéo, peut-être de la violence ou autre chose. Et vous devez remplir tout ça à chaque fois que vous uploadez une vidéo YouTube. Et malgré que ces personnes-là, et notamment la chaîne Local 58 TV, a clairement indiqué que c'était pas une vidéo pour enfants, YouTube s'est dit « Hey, c'est une vidéo pour enfants, on va la reclasser comme vidéo pour enfants. » Et du coup, cette vidéo est éligible pour, par exemple, YouTube Kids. Bien évidemment, les chaînes YouTube qui ont vu ça, parce que ça a été... ils ont dû recevoir un mail, étaient en mode « Non, ce n'est pas fait pour les enfants, il faut absolument revenir en arrière. » Surtout aussi que forcément, quand une vidéo YouTube est indiquée pour enfants, elle n'est plus monétisée aussi, donc ça c'est aussi problématique. Du coup, un des créateurs a essayé de contacter YouTube, justement, pour la chaîne locale 58 TV. Et après un petit débat pour information, c'est revenu en arrière. YouTube est revenu en arrière, comme vous pouvez voir, Team YouTube a répondu. Bon, après, c'est quand même... À chaque fois que je vois un drama YouTube, vous avez dû le voir, à chaque fois qu'il y a un drama YouTube que je reporte, le drama YouTube se résout toujours sur Twitter. Donc Twitter, en fait, est le support technique de YouTube. Et le vrai support technique de YouTube ne sert à rien parce que les gens sont obligés de passer par Twitter et gueuler sur Twitter pour que ça change les choses. C'est quand même incroyable, ça. Enfin bref, ça c'est encore un autre sujet. Dans tous les cas, c'est quand même pas normal. Alors, si YouTube avait une vidéo indiquée pour enfants, si quelqu'un, moi, si j'uploadais une vidéo et que je disais « Ah, c'est pour les enfants », mais en fait, c'était pas pour les enfants et que YouTube décidait de eux-mêmes changer cette vidéo pour pas les enfants, tout à fait normal. Parce que on passe d'une zone plus protégée à une zone moins protégée. C'est fait exprès. Mais là, faire l'inverse, c'est juste de la folie, selon moi. Alors, il y avait quand même des facteurs qui ont indiqué, enfin, qui ont forcé à ça. Donc, comme vous pouvez voir dans cette vidéo-là, c'est écrit « Show for Children ». Et puis, dans le titre aussi de la vidéo, c'était indiqué.
Après, c'était une parodie, en fait, cette vidéo-là. C'était une parodie d'un show pour enfants. Donc, ce n'était pas fait pour les enfants. Donc, on peut comprendre que le bot YouTube était un petit peu confus. Mais encore une fois, si une personne physique a dit « cette vidéo n'est pas pour les enfants », a clairement indiqué que c'était pas pour les enfants, pourquoi le bot YouTube décide de lui-même de juste revenir en arrière? Je ne comprends pas très bien. C'est certainement dû, à mon avis, au fait que avant sur YouTube, il y avait beaucoup de choses qui étaient uploadées pour les enfants sur la plateforme normale de YouTube et pas sur YouTube Kids. Et c'est quelque chose que YouTube avait fait exprès pour faire de l'argent, soyons honnêtes. Depuis qu'ils se sont fait taper sur les doigts par le gouvernement américain, ils sont revenus en arrière là-dessus, évidemment. Donc, ils ont fait en sorte que maintenant YouTube Kids soit vraiment utilisé pour les enfants. Donc, peut-être que c'est un filtre qui est pour éviter ça, pour éviter qu'il y a à nouveau des shows pour enfants qui se retrouvent uploadés sur YouTube. Peut-être que YouTube scanne constamment pour trouver des vidéos clairement faites pour enfants et les labelliser correctement sur YouTube Kids. C'est certainement dû à ça. Mais une chose est sûre, le bot n'a fait vraiment pas un bon travail. Donc, yep. Peut-être qu'il devra avoir une personne qui prend au moins 2 secondes le temps de vérifier parce que honnêtement, vous regardez ça, il faut juste 2 secondes pour se rendre compte que c'est pas pour les enfants. Donc, yep. On verra bien. Dans tous les cas, YouTube continue de faire un petit peu des conneries. La plupart des conneries de YouTube viennent juste des systèmes automatisés. Il y a eu aussi un autre truc par rapport à Lo-Fi Girl. Pour ceux qui connaissent, c'est une chaîne YouTube avec juste l'image, c'est une fille qui fait ses devoirs. Et puis vous avez un chat aussi. Et vous avez une musique juste Lo-Fi. Donc c'est une musique très calme, parfait pour étudier ou faire ses devoirs. Et cette chaîne-là, YouTube, avait déjà eu des problèmes par le passé. Depuis qu'ils ont eu des problèmes, ils ont fait leur propre label de musique et tout ça. Donc, toutes les musiques qui sont diffusées sur leur chaîne, ils ont totalement les droits. Et ils ont fait tous les graphiques eux-mêmes et tout ça. Donc, en gros, tout leur appartient. Et pourtant, ils ont eu des fausses déclarations de copyright sur leurs vidéos. Ça a été réglé depuis. Mais encore une fois, ça montre que YouTube peut-être devrait avoir un petit peu plus de check à certains endroits. Surtout que le système de YouTube, par défaut, et ça continue d'être le cas, par défaut sur YouTube, vous êtes coupable, sauf si vous pouvez prouver que vous n'êtes pas coupable. Et c'est pas normal. Pour information, la plupart, par exemple, surtout au niveau droit, si moi je fais un site web et que je mets tous les films de Disney sur le site web, Disney doit avoir une décision de justice qui vient d'un juge avant que mon site web puisse être mis hors ligne ou que j'ai des problèmes. Sur YouTube, c'est pas le cas. Ils ont tous les outils pour juste supprimer ce qu'ils veulent. Et le problème aussi, c'est que YouTube ne vérifie pas qui est le supposé ayant droit. Donc, c'est un tout autre problème. Donc, je vais pas commencer à me lancer là-dessus, mais yep, YouTube devrait peut-être arrêter avec les systèmes automatisés. Je sais que avoir des personnes coûte de l'argent, mais des fois, ils devraient peut-être... Ou en tout cas, il devrait peut-être avoir des systèmes automatisés aussi qui checkent que les personnes qui utilisent justement ces systèmes de copyright et aussi peut-être ce système qui permet de reclassifier les vidéos soit un petit peu mieux contrôlé. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera, mais ça reste toujours le problème éternel de YouTube. Ensuite, on a une news au niveau de SpaceX et de Starship. Je vous rappelle très vite fait que SpaceX était en train de développer une nouvelle fusée qui s'appelle entièrement Starship. C'est un peu... Ça porte à confusion parce que le second étage de cette fusée s'appelle aussi Starship, mais bref. Dans tous les cas, cette fusée promet d'être la plus grande, promet aussi de transporter le plus possible de masse en orbite et surtout d'être 100% réutilisable. Contrairement à la Falcon 9 de SpaceX qui est en partie réutilisable, mais pas aussi réutilisable que ce système promet de l'être. Et du coup, récemment, ils ont eu l'approbation qu'ils attendaient depuis longtemps parce que SpaceX a commencé à construire cette nouvelle fusée et les nouveaux prototypes au sud du Texas. Et ils ont aussi fait un pad de lancement au sud du Texas, juste à la frontière avec le Mexique. Et ils attendaient les approbations pour pouvoir lancer justement Starship depuis là. Ils avaient déjà une autorisation pour lancer des Falcon Heavy depuis ce pad-là, parce qu'à la base, c'est ce qu'ils voulaient faire, mais ils ont changé vers Starship. Le problème, c'est que Starship, évidemment, est beaucoup plus puissant qu'une Falcon Heavy, donc ils ont dû redemander les autorisations. Ça a pris énormément de temps. Il y a eu certaines plaintes d'organismes, notamment de protection de l'environnement, et puis aussi de plaintes de personnes qui voulaient juste accéder à la plage. Et du coup, ils n'étaient pas contents que SpaceX
bloque des fois l'accès à la route. Bref, dans tous les cas, après tout ce temps-là, on a enfin eu SpaceX a enfin eu l'autorisation de pouvoir lancer des fusées depuis, ou plutôt de pouvoir lancer Starship depuis le sud du Texas. Il y a toutefois une liste de corrections qu'ils doivent faire. Il y a plus de 70 corrections, donc 70 corrections, ce qui est quand même pas mal. Certaines de ces corrections sont plutôt rapides à faire, d'autres sont un peu plus longues, mais globalement, ils ont l'autorisation et ça ne devrait pas prendre énormément de temps pour eux d'implémenter toutes ces, justement, ces petites corrections pour totalement respecter la licence de l'agence de l'aviation américaine, donc FAA, que ça s'appelle. Bref, dans tous les cas, ça c'était la première grande bonne nouvelle. Maintenant, la mauvaise nouvelle, ils étaient en train de... Donc, ils sont en train maintenant de faire les tests de leurs 2 prototypes qui vont être lancés. Donc, on a le booster qui est le booster 7, si je me souviens bien. Oui, c'est le booster 7, lui. Qui est du coup sur le pad de lancement, comme vous pouvez voir. Et nous avons aussi le ship, donc le Starship 24, qui lui est... On ne le voit pas, mais il est sur un pad secondaire, aussi prêt à être testé. Ils ont du coup voulu tester un petit peu plus le booster. Donc, graduellement, ils vont tester de plus en plus de systèmes jusqu'à quand ils vont faire un static fire test. Donc, ils vont lancer tous les moteurs pendant juste quelques secondes et puis les couper. Malheureusement, lors d'un test, ça s'est passé juste hier ou avant-hier, je ne sais plus. Ils ont eu un énorme problème avec le booster où il y a eu carrément une série d'explosions en bas du booster. Donc, visiblement, il y a eu des petits problèmes. Donc, ça, c'est un peu un setback. Donc, un petit retour en arrière. Mais normalement, si tout va bien, d'ici quelques mois, on devrait voir un lancement arriver. Mais ça va pas être facile, tenez-en compte. C'est littéralement la plus grosse fusée jamais créée. Le ship en tant que tel, le Starship était déjà compliqué aussi. Mais maintenant, la partie compliquée, vraiment compliquée, ça va d'atteindre l'orbite et de faire fonctionner correctement le système de 100% de réutilisation. Et ça va être encore plus complexe. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, personnellement, je suis avec grande attention parce que j'adore ça. Et j'espère que SpaceX pourra atteindre l'orbite avec leur premier lancement et que ça se passera bien. On verra bien. D'ailleurs, leur premier lancement a changé au niveau plan. Maintenant, ils iront réellement apparemment en orbite. Ils voudraient lancer plusieurs satellites Starlink version 2 lors du premier lancement. Et ils prévoient peut-être même de faire revenir le booster, ce booster-là, jusqu'au pad de lancement, être attrapé par les bras que vous voyez là, parce que ces bras-là peuvent monter sur la tour, et être remis sur le pad de lancement. Ce qui serait incroyable. Mais pas garanti que ça n'arrive. C'est possible. Ils ont prévu dans le manifeste de lancement qu'ils feraient peut-être ça, mais c'est pas garanti à 100%. S'ils ont du mal, ils le feront juste atterrir dans l'océan qui est juste à côté. Et puis voilà. Ensuite, on passe à des news totalement différentes ici, parce qu'on passe à des news hardware. Vous avez AMD qui prévoit apparemment une RX 6700 non XT. Ce qui est un petit peu bizarre. Parce que, bien évidemment, on est à peine à quelques mois, certainement, de la sortie de une nouvelle génération de cartes graphiques. Donc, c'est un peu bizarre que AMD continue de sortir des nouvelles cartes graphiques maintenant. C'est certainement dû au fait que peut-être ils ont accumulé beaucoup de GPU qui sont bons pour faire cette carte graphique et du coup, ils en profitent pour la faire. Parce que peut-être que ces GPU n'étaient pas assez bons pour une 6700 XT, mais ils auraient pu faire une 6600 XT, mais du coup, ils feraient moins d'argent. Donc, ils ont dit, on va faire une 6700. Donc, voilà un petit peu à quoi elle ressemble, comme vous pouvez voir. Elle ressemble assez bien à une 6700 XT, honnêtement. Mais par contre, alors, il y a 2 prix indiqués. Vous voyez qu'il y a un prix barré de 589 € ou 570 € ici. Mais apparemment, elle pourrait même sortir à 380 €. Si réellement, elle sort à ce prix-là, en dessous des 400 €, ça pourrait être une excellente carte. Évidemment, elle n'est pas aussi puissante qu'une 6700 XT, comme vous pouvez voir au niveau de ses specs. Elle aurait 2304 stream processors. Elle aurait 10 Go de GDDR6 et du coup, elle aurait un TDP de 175 watts. Donc, elle consommerait moins que la 6650 XT, mais elle serait certainement un petit peu plus puissante en réalité, parce qu'elle a plus de puissance brute. Après, certainement, la diminution de la consommation vient du fait aussi qu'elle tourne à une plus basse fréquence. Mais bon, ça, vous pouvez toujours le voir cloquer. Donc, ça pourrait être une bonne carte graphique, peut-être. Ça dépend du prix.
Donc, on verra bien. C'est peut-être aussi une carte graphique au final qui est peut-être pas prévue pour le marché des... Bah, en vrai, elle est en vente sur des sites. Donc, bah, c'est pas la première fois qu'on a une carte graphique comme ça en vente. Enfin, une pièce de PC en vente et puis on se rend compte en fait qu'elle est plus prévue pour le marché OEM, donc le marché des constructeurs de PC, et pas forcément pour le marché des gens qui veulent construire des PC eux-mêmes. Ensuite, une petite news rapide que je trouvais assez intéressante de Videocards qui indique qu'il y a maintenant, ou plutôt DLSS va être maintenant disponible sur plus de 200 jeux et que AMD FSR sera disponible sur 110 jeux, ce qui est très intéressant. Je ne me doutais pas qu'il y avait autant de jeux qui supportaient DLSS, honnêtement. Bon, beaucoup de ces jeux sont des petits jeux indés, donc tenez-en compte. Mais il y a quand même des gros jeux AAA qui supportent. Donc ça, c'est notamment la liste de jeux qui vont supporter DLSS dans un futur proche. Donc vous avez par exemple Ark, ça ce serait plutôt intéressant vu que Ark tourne très mal. F1 2022, qu'est-ce que je vois d'autre? Justice Online, je ne sais pas ce que c'est. Warhammer 40 000, The Division 2. Donc il y a quand même des assez gros jeux. Microsoft Flight Simulator 2020 aussi, ça c'est assez important. Certains de ces jeux, ils me semblent bon, déjà DLSS, mais c'est une liste où ils promettent de mettre DLSS dessus. Et puis FSR aussi est disponible dans 110 jeux, comme l'a indiqué justement le Twitter Radeon. Et on peut voir une liste, notamment des logos de tous ces jeux-là et aussi des studios qui supportent FSR. Donc ça, c'est très intéressant. Il y avait aussi une autre news en parallèle où il y a beaucoup de modeurs qui rajoutent le support d'FSR dans des jeux qu'ils ne supportaient pas à la base. Donc ça vous montre à quel point FSR est facile à supporter. Si un modeur arrive à faire un mode pour rendre possible d'utiliser FSR dans un jeu, les développeurs du jeu pourraient le rajouter encore plus facilement. Et du coup, c'est selon moi très intéressant. Et c'est pas juste un jeu et une news. Il y a genre, j'ai vu au moins 4-5 jeux avec des news qui ont indiqué que des modeurs avaient rajouté le support d'FSR. Donc, très intéressant. J'aimerais bien voir ce support d'FSR et de DLSS dans des shaders Minecraft, par exemple. Ce serait bien. Je ne parle pas de Minecraft RTX pour Windows 10 Edition. Je parle vraiment de shader Minecraft, Java. Ce serait intéressant de voir un support de DLSS et aussi de FSR. C'est certainement possible. Après, évidemment, il faut voir. Surtout que je rappelle que FSR fonctionne sur les cartes graphiques Nvidia aussi, donc ça profite à tout le monde. Mais une chose est sûre, c'est assez marrant de voir que DLSS à la base a été honnêtement créé pour faire en sorte que les jeux RTX tournent mieux, parce que RTX est assez lourd et du coup ça enlevait quand même pas mal de framerate à la plupart des jeux quand vous l'activiez. Du coup Nvidia était en mode il faut qu'on trouve une solution. Ils ont fait cette solution là qui est franchement pas dégueulasse. Et au final, honnêtement, j'ai l'impression que la plupart des gens, et moi-même compris, préfèrent DLSS à juste du RTX et aussi FSR à juste du RTX. C'est beaucoup plus intéressant. C'est genre, vous activez une option, vous avez plus de FPS, le rendu du jeu est pratiquement le même. C'est gagnant-gagnant en fait. Ce sera encore plus gagnant-gagnant si Nvidia le supportait sur plus de cartes graphiques, mais en attendant, c'est quand même une technologie qui, selon moi, c'est ce qu'il y a de mieux qui est sorti de ces deux dernières générations de cartes graphiques. Maintenant, j'aimerais le voir sur appliqué à plus de choses. Des streaming et tout ça, ce serait génial. Ensuite, on a une autre news au niveau carte graphique avec le fait que la RTX 3090 Ti Founder Edition est passée à 1599 $ au lieu de 1999 $. Ça reste beaucoup trop d'argent pour une carte graphique, soyons honnêtes, mais ça indique quelque chose que la plupart des gens sont en mode non, Nvidia, on n'achètera pas cette carte, elle est totalement ridicule. Il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait l'acheter. Elle coûte beaucoup trop cher. Et ça montre à Nvidia qu'ils ne peuvent pas continuer de juste augmenter le prix des cartes graphiques et les gens continueront de payer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle selon moi. Ça va certainement montrer à Nvidia qu'ils ne devraient pas aller aussi cher pour le prix d'une carte graphique parce que les gens vont juste être en mode « Nah, ça ne m'intéresse pas ». Donc, selon moi, plutôt bonne nouvelle à ce niveau-là. Et Best Buy, du coup, c'est ceux qui ont fait cette réduction à 1599 $ est le revendeur officiel de cartes graphiques Founder Edition pour les États-Unis. Donc, c'est pas n'importe quel site web non plus qui a fait cette promotion-là. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça continue aussi dans le fait que les cartes graphiques continuent de baisser de prix. Elles baissent beaucoup plus vite aux États-Unis. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de mineurs de cryptocurrency aux États-Unis. Du coup, ils ont inondé le marché de l'occasion et ça a fait cracher les prix. En Europe, pas autant. Il y a certainement beaucoup de mineurs de cryptocurrency en Europe, mais peut-être qu'il y en a qui continuent d'utiliser leur carte graphique
ou peut-être que tout simplement, il n'y avait pas assez de masse sur le marché d'occasion pour vraiment influencer plus les prix. Mais il y a quand même une diminution en Europe, tenez-en compte. Il y a notamment les Prime Days en ce moment, j'en ai pas trop parlé parce que les Prime Days, il faut un compte Amazon Prime, donc je sais que tout le monde n'en a pas un. Mais notamment, j'ai vu une RTX 2060 qui était vendue 260 €. Et genre une bonne marque, c'était une de chez Asus, la Dual. Donc c'était pas une mauvaise carte graphique. Et elle était vendue 260 €. C'est moins cher que n'a jamais été une RTX 2060, honnêtement. Et il y avait aussi une 3080 Ti qui était vendue 1060 €, si je me souviens bien. Ce qui est toujours très cher, mais c'est moins cher que le prix de base pour une 3080 Ti. Donc, yep, les choses commencent à bouger dans un bon sens. Et ça, j'aime bien. Bon, après, ça prendra encore du temps. Donc, tenez-en compte. Ensuite, nous avons une news totalement qui ne sert à rien parce que personne n'achètera jamais ce processeur-là parce qu'il n'est pas fait pour vous et il n'est pas fait non plus pour moi. Mais c'est quand même épique de voir ça parce que c'est AMD Epic. Voilà, je devais faire cette blague. Dans tous les cas, c'est évidemment la gamme serveur de AMD basée sur Zen 4. Et on a une image du coup du socket SP5 aussi et du système de refroidissement pour un de ces processeurs qui, je vous rappelle, aura 96 cœurs, consommera 360 watts et est juste énorme. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà l'arrière du processeur. Voilà le socket qui est juste énorme. On n'a pas vraiment de bonne indication de taille. En réalité, ça aurait été bien d'avoir juste un objet à côté qui indique la taille, mais je peux vous garantir que c'est très 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 grand. Et là, on a le système de refroidissement qui se met par-dessus le processeur. Alors, vous pourriez vous dire, oh, bon, mon refroidissement dans mon PC est beaucoup plus gros. Mais le truc, c'est que les refroidissements serveurs, en général, sont plutôt petits parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace. Donc, en général, ça fait juste la taille de ce rectangle que vous voyez à gauche. Pour ceux qui écouteraient seulement l'audio, pour information, c'est juste un rectangle qui fait à peu près la taille du processeur, honnêtement. C'est juste que les serveurs ont beaucoup de flux d'air qui passe à travers le radiateur. Donc ça permet de le refroidir, en fait. Mais là, ils ont rajouté des heat pipes qui vont devant le radiateur encore en plus et qui rajoutent deux petits radiateurs pour refroidir encore plus le processeur. Donc c'est juste abuser la quantité de refroidissement. Donc en gros, ce refroidissement est capable de refroidir 360 watts, ce qui est quand même pas rien. Bon, avec des énormes ventilateurs qui font beaucoup de bruit juste devant, mais quand même. Et du coup, une autre news en rapport avec ce processeur épique qui était assez épique, c'est que quelqu'un, un overclocker, a mis la main sur un Threadripper 5950X. Ce n'est pas la version Pro, c'est une version d'un Threadripper qui n'est pas sorti, et qui peut-être pourrait sortir dans le futur, on ne sait pas trop. Donc c'est un Threadripper 64 cœurs, celui-là, qui est basé sur Zen 3 et qui du coup a été overclocké, tenez-vous bien, à plus de 4,8 GHz. Alors pas tous les cœurs étaient à 4,8 GHz, mais il avait la plupart des cœurs à 4,3 GHz. Donc imaginez 64 cœurs CPU à plus de 4,3 GHz, c'est juste de la folie en fait. Le processeur, pour information, consommait du coup 691 watts, ce qui est, au final, c'est beaucoup, mais c'est un processeur 64 cœurs, c'est pas tant que ça. J'ai fait le calcul et en réalité, ça reviendra à une consommation de 10 watts par cœur CPU, ce qui n'est pas franchement tant que ça. 10 watts par cœur CPU, ça va encore. Et du coup, forcément, les performances derrière sont juste monstrueuses. Il a fait plus dans Cinebench R23, que vous pouvez télécharger gratuitement. Cet overclocker a fait un score qui a dépassé les 100 000 points. Donc, ouais, 100 191 points, ce qui est juste énorme. Pour information, mon processeur 16 cœurs, qui est un 5950X, overclocké, peut faire pratiquement 30 000 points. Donc, yep, c'est un sacré score. À quoi ça sert? Je sais pas. Après, si c'est genre utilisable en long terme, donc vous pouvez vraiment l'utiliser en long terme, ça pourrait donner un serveur de rendu extrêmement rapide et qui est assez compact en réalité. Bon, il faut quand même 690 watts de refroidissement, donc yep. Mais c'est quand même très intéressant, donc ma foi. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. Si vous trouvez que je mérite un petit peu de soutien, vous pouvez aussi laisser un super thanks. Donc, c'est le petit bouton en bas de la vidéo qui vous permet de laisser un tips avec un commentaire.
vous pouvez laisser 2 € minimum et ça permet de soutenir la chaîne. Un grand merci à vous si vous le faites. J'aimerais aussi offrir plus d'options pour que les gens puissent soutenir la chaîne, notamment des options gratuites. Donc je regarde un petit peu à ça pour ceux qui voudraient. Mais quoi qu'il arrive, merci à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Et n'oubliez pas le live samedi aussi. Ciao!